Salam alaikum. Si tu as des problèmes de couple, toi, musulman qui me regarde, probablement que tu as déjà fait l'expérience du fait que ton partenaire est dans le déni. Donc tu penses probablement qu'il y a certains problèmes, certaines choses que ton partenaire ne reconnaît pas. Je pense qu'on a tous déjà fait cette expérience dans notre mariage. Donc là, maintenant, je vais te dire comment tu peux faire si tu es dans cette situation. Et ça s'adresse surtout aux couples qui ont beaucoup de succès, les musulmans qui ont une grosse carrière, car en général, ils sont très rationnels, très cartésiens. Et donc, en fait, ils sont très frustrés par ça parce qu'ils comprennent le problème de manière très, très logique, rationnelle, pratico-pratique, et en face, ils ont un bloc. Et donc, c'est un des cas de figure les plus durs à gérer parce que concrètement, tu es là, tu es frustré, tu vois qu'il y a un problème, tu es comme ce gars-là, tu vois, tu es désespéré parce que tu vois le problème, mais il y a pas de changement. Il y a pas de remise en question chez la personne en face, et donc tu te sens bloqué, et donc tu es sûrement désespéré, tu penses qu'il y aura jamais changement parce que tu penses que ton partenaire ne va jamais reconnaître. Le problème, c'est très frustrant et c'est très déroutant d'être dans cette situation. Et c'est vrai que le déni, c'est un des plus gros blocages. Donc nous, en tant que thérapeute de couple, on travaille souvent avec des blocages. C'est même une des majeures raisons pour lesquelles les gens viennent nous voir. Les gens viennent nous voir parce qu'ils ont des problèmes qu'ils n'arrivent pas à gérer. S'ils n'arrivent pas à le gérer par eux-mêmes, souvent c'est qu'il y a des blocages, donc il faut travailler avec le blocage. Et donc, c'est un gros blocage, qu'on voit souvent, le déni, parce que, bah, effectivement, reconnaître le problème, c'est la moitié de la solution. Et donc quand on a un déni, c'est un gros problème parce que, en fait, on peut même pas commencer à travailler sur le problème parce qu'il y a la il y a même pas de reconnaissance qu'il y a un problème au départ. Et donc ça, on le voit bien sûr souvent avec des clients en thérapie, surtout en thérapie de couple. En thérapie de couple, il y a parfois des clients qui, sont pas là de plein gré, qui sont là plus pour leur partenaire et faire plaisir à leur partenaire, et donc eux, souvent, ils ont des gros problèmes de déni. Ils reconnaissent pas du tout le problème. Et donc voilà, et donc je vais te partager, comment on fait pour gérer ce genre de situation, et évidemment, ben, voilà, on voit quasiment tout le temps ce genre de problème. Donc est-ce que j'ai une histoire à te raconter sur ça? Sur une des fois, ouais, bon, oui, j'ai eu plein de fois. Je peux te trouver une histoire là, vite fait là, que je peux te raconter. Histoire vite fait que je peux te raconter. En fait, j'en ai tellement en tête que je crois que je bloque. Bah, en gros, oui, c'est classique. Tu as un client qui vient, il est en déni, il reconnaît pas le problème, il pense qu'il y a aucun problème. Ah ouais, une fois, c'était fort. J'avais une femme justement qui était comme ça, elle reconnaissait pas le problème, elle pensait que tout était de la faute de son partenaire, et qu'en fait, son partenaire l'a négligée, et en fait, elle s'est rendue compte que la raison pour laquelle son partenaire l'a était distant, c'était parce que justement elle était agressive avec lui. Elle était agressive avec lui puisqu'elle n'arrivait pas à communiquer son besoin d'être connectée autrement. Et je me souviens, on était peut-être à la quatrième, cinquième, sixième session, et on a réussi à débloquer ce truc-là, à débloquer ce déni, et c'était un moment très fort parce qu'elle en a pleuré. Elle avait pleuré, et elle avait des remords de se rendre compte qu'en fait elle avait participé au fait que son partenaire se sente négligé. Et donc voilà, donc mohim, ça c'est des histoires qu'on voit tout le temps en thérapie. Donc je vais te dire comment travailler avec ce genre de gens. Inch'Allah, comme ça tu vas pouvoir le faire toi-même et tu vas pouvoir avoir le changement dans ta vie. Mais déjà, pourquoi est-ce que tu travailles avec le déni? Donc probablement parce que tu veux déconseiller ton mariage, et donc ça va déconseiller ton mariage. Tu vas être comme ce gars qui se sent déconseillé dans son mariage, Inch'Allah. Mais ça peut être aussi, c'est que ça peut donner une meilleure compréhension de toi. Et donc tu peux devenir comme ce gars-là, ce Tchad. Et bien sûr, je sais que c'est peut-être pas un caucasien, un blond aux yeux bleus qui me regarde. Je pense que la plupart, ils sont pas blonds aux yeux bleus. Et tu peux devenir comme ce gars, tu peux coller l'ethnie que tu veux à ces gars. On travaille avec toutes les ethnies et une population diverse. C'est juste que c'est le seul gars que j'ai trouvé sur Internet pour représenter. Donc il se peut que toi aussi tu as des dénis. Voilà, c'est une possibilité, c'est dans cette situation que toi aussi tu as des dénis. Et donc, bah, ce que tu peux faire, c'est si on te dit quelque chose parfois, qu'on te fait une remarque, une critique, que ta femme ou que ton mari te fait une critique, et que toi tu dis, bah non, c'est pas vrai ce que mon mari ou ma femme me dit, bah, tu peux tout simplement essayer d'appliquer ces conseils que je te donne ici dans cette vidéo sur toi-même, et tu verras si tu es vraiment en déni ou pas. Voilà. Et donc, on va commencer par voir qu'est-ce que c'est que le déni. Je sais que tu veux que je te donne tout de suite tous les conseils et que tu puisses tout de suite mettre en application tes conseils, mais la vérité, c'est que tu n'arriveras pas à le faire si tu comprends pas qu'est-ce que c'est que le déni, et si tu comprends pas pourquoi il y a des dénis chez ton partenaire, et si tu négliges l'importance du déni chez ton partenaire. Donc, laisse-moi t'expliquer simplement qu'est-ce que c'est que le déni. Le déni, c'est tout simplement un conflit entre l'identité et l'expérience que se fait ton partenaire. Ton partenaire, il a une identité, c'est-à-dire il a une vision de lui-même. Et à chaque fois qu'il y a une expérience qui rentre en conflit avec cette identité, cette vision qu'il a de lui-même, il y a un déni. Le déni, il vient de là. À chaque fois qu'il y a un déni, c'est que quand ton partenaire est exposé à une expérience ou à une idée qui rentre en conflit avec la vision qu'il a de lui-même. C'est ça le déni. Donc tous les dénis que tu trouveras, c'est ça, c'est un clash entre l'identité et l'expérience. Donc il faut comprendre qu'est-ce que c'est que l'identité et comment travailler avec l'identité. Et je dois dire que l'identité, c'est un aspect de la thérapie que j'ai négligé pendant longtemps. Les questions d'identité, je les ai négligées pendant longtemps. Malgré que le travail sur l'identité, c'est quelque chose qui marche. Et je l'ai pas négligé parce que je pensais que ça marchait pas. Au contraire, il y a des preuves scientifiques que ça marche. Elles sont nombreuses. C'est très clair. Quelqu'un qui connaît un petit peu la thérapie clinique et qui s'est un peu renseigné sur le travail académique et les publications et les recherches sur le travail clinique, il sait que le travail avec l'identité, ça marche, et ça a marché dans toutes les formes de thérapie imaginables.
thérapie cognitive, thérapie comportementale et autres. Donc le travail sur l'identité, je sais que ça marche, j'ai toujours su que ça marchait, j'ai su comment le mettre en application et pourtant j'ai négligé. Et la réponse pour laquelle j'ai fait ça, c'est que j'ai toujours trouvé que c'était quelque chose de trop abstrait, parce que je pouvais jamais voir la base biologique de qu'est-ce que c'est que l'identité. Donc moi, dans mon travail, j'aime beaucoup utiliser des choses qui non seulement marchent cliniquement, mais qui ont une forte base scientifique et une forte base biologique. Et la raison, c'est parce que je suis musulman, et donc je veux pas seulement donner des thérapies qui marchent, je veux donner des thérapies qui sont pas des thérapies un peu bizarres, New Age, etc. Je sais pas juste suffisant que ça marche, je veux que ce soit des choses qui soient scientifiquement solides, parce que je pense qu'en tant que musulman, on ne doit pas tout accepter, on a quand même des critères de morale qui doivent être respectés. Donc moi, même les thérapies qui marchent, j'ai toujours tendance à les négliger tant que je ne vois pas une base scientifique solide derrière. Et donc pendant longtemps, j'ai beaucoup négligé ce travail avec l'identité, même si je connaissais ces techniques, que j'étais entraîné sur ça. Et en fait, ça a changé jusqu'au jour où j'ai commencé à lire le travail d'Antonio Damasio, qui est un neuroscientifique célèbre, probablement l'un des plus célèbres, une des grosses références de la neuroscience sur l'émotion et l'affect, de manière générale. Et donc il faut savoir qu'un gros problème qu'on a dans le monde clinique et le monde de la thérapie, c'est qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui ont une forte expérience pratique, mais qui ont des connaissances proches de zéro en ce qui concerne la neuroscience. Inversement, de l'autre côté, on a des neuroscientifiques qui sont très calés en neurosciences, qui comprennent très bien comment marche le cerveau, mais ils sont nuls, 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 nuls. Ils sont au ras des pâquerettes quand il s'agit des connaissances en clinique. Donc il y a un gros problème. Il y a très peu de thérapeutes qui connaissent très bien la neuroscience et très bien la pratique thérapeutique. Beaucoup de thérapeutes, le mieux qu'ils connaissent du cerveau, c'est que tu as un système limbique qui gère à peu près les émotions, un cortex préfrontal qui gère les décisions, et connaissent vite fait 2-3 parties du cerveau, et 2-3 études qu'ils ont lues sur Internet, dans des TikTok, comme toi tu vas lire des fois des choses sur TikTok. Donc vraiment un niveau dérisoire en neurosciences. Par contre, ils ont une forte expérience pratique. Les neuroscientifiques, c'est la même chose. N'écoute jamais un conseil pratique d'un neuroscientifique. La plupart du temps, ils donnent des conseils totalement bizarres et pas du tout efficaces. Par contre, bien sûr, ils comprennent très bien comment fonctionnent les cerveaux. Et donc, il y a un manque d'information. L'information circule mal entre la thérapie et la neuroscience. Et donc moi, ce que je fais, c'est que bien sûr, je suis un clinicien au départ, mais du coup, je me suis formé, j'essaie de me former au plus haut niveau en neurosciences. Et ça fait des années que je lis sur le sujet et que j'essaie de bien, 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 bien comprendre le sujet. Et bref, en gros, et donc c'est en justement me renseignant sur ce sujet-là que j'ai compris la base biologique des besoins d'identité. Pourquoi il y a des identités. Donc Antonio Damasio, là je vais te rapporter ses recherches telles quelles, mais je vais te la nuancer, t'expliquer pourquoi je pense qu'on pourrait l'expliquer autrement. Mais lui, il te dit qu'en gros que dès que tu nais, ton corps il a besoin de 3 choses. Il cherche naturellement à se réguler, c'est-à-dire parfois ton corps il aura des carences, il va manquer de choses, donc il va chercher à avoir plus de cette chose-là qui manque, ou il va avoir trop de quelque chose, une overdose de quelque chose. Donc on va chercher à revenir à l'équilibre. Ça, c'est ce qu'on appelle la régulation. Donc naturellement, ton corps, depuis la naissance, il va chercher à se réguler. S'il a trop chaud, il va chercher à avoir moins chaud. S'il a trop froid, il va chercher à avoir plus chaud. S'il manque de nourriture, il va chercher à avoir plus de nourriture. S'il est déshydraté, il va chercher à se réhydrater, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il dit aussi, le corps, il cherche à survivre. Et il dit aussi, le corps, il va chercher à créer des sens. Donc ton cerveau, il va chercher à comprendre et organiser l'environnement dans lequel il vit. Il va chercher à apprendre et à accumuler des informations sur le monde dans lequel il vit. Donc là où je dis qu'on peut changer un peu sa conclusion et nuancer ses recherches, c'est qu'il a raison que le corps il fait ces 3 choses-là, mais clairement il y a un ordre. En fait, le corps il cherche à survivre, et en fait, c'est parce qu'il cherche à survivre qu'il cherche à se réguler, parce que si tu n'es pas régulé, tu meurs. Et c'est parce qu'il cherche à survivre qu'il cherche à créer des sens, parce que si t'imagines, si tu comprends rien à l'environnement dans lequel tu vis ou que tu n'es pas capable de comprendre ton environnement, tes chances de mourir, elles sont hautes parce que tu n'es pas capable de prendre les décisions qui vont te permettre de survivre. Donc c'est pour ça que le corps se régule et crée des sens. Donc la régulation que fait ton corps, c'est ce qui va créer le besoin d'attachement. Pourquoi? Parce que, en fait, comment tu te régules quand tu es bébé? Si tu as besoin d'avoir quelqu'un qui t'aime et qui t'aide à te réguler. Quand tu es bébé, tu vas pas t'habiller tout seul, tu vas pas te lever, mettre un sweatshirt. Quand tu es bébé, tu vas pas te lever et aller te cuisiner de la polenta, te cuisiner une omelette. Quand tu es bébé, tu vas pas aller te prendre un verre d'eau au robinet ou acheter une bouteille d'eau à l'épicerie. Quand tu es bébé, tu as besoin de quelqu'un qui fait tout ça pour toi. Donc, si tu n'as pas une figure d'attachement autour de toi, tu meurs. Donc, en fait, se réguler pour un bébé, c'est avoir une personne qui est attachée à toi et donc ça crée des besoins d'attachement. Et d'ailleurs, dans ma chaîne, on travaille beaucoup avec les besoins d'attachement et j'en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup tout au long de ma chaîne. Donc, si tu regardes les autres vidéos, tu entendras parler des besoins d'attachement maintes et maintes fois. Ça, c'est pas un problème. Très bien. Mais du coup aussi, du coup, ça, c'est ce que la régulation elle fait. Maintenant, la création de sens, le fait que ton corps cherche à créer des sens, c'est ça qu'en fait qui va créer tes besoins d'identité. C'est-à-dire que ton cerveau, il va recevoir tout un tas d'informations. Parmi les informations qu'il va recevoir, c'est des informations sur lui-même et des informations sur le monde, l'environnement extérieur. Et donc ton cerveau, il a besoin de trier. Il a besoin de trier entre ces informations. De ces informations, qu'est-ce qui est moi, qu'est-ce qui est pas moi. Et donc en fait, en triant ces informations, il va se faire une idée clairement de qu'est-ce qui est moi, et ça c'est l'identité. Il va développer une idée de qui je suis, donc qui est moi. Ça c'est l'identité, et de qui est pas moi. C'est l'identité aussi. L'identité, on se définit l'identité par qui on est ou par qui on n'est pas aussi.
Donc en fait, cette création de sens, ça va créer un besoin d'identité. Ça, je pense que c'est très profond à comprendre, c'est pour ça que je passe un petit moment pour t'en parler, parce que la vérité, c'est qu'en fait, bah, les besoins d'identité, c'est un besoin de survie. Et un de mes secrets bien gardés, c'est que pendant des années, je travaillais dans la prédication, ou avec des prédicateurs, peut-être pas directement sur le devant de la scène, mais avec beaucoup de prédicateurs qui venaient vers moi. Donc j'ai passé pas mal de temps à parler avec des non-musulmans, travailler sur des croyances profondes, ou avec des musulmans qui ont des doutes. Et la vérité, c'est que vraiment, quand tu vois certains non-musulmans, quand tu leur donnes un bon argument, quand tu leur montres que l'islam est cohérent, ou même chose quand certains non-musulmans ils ont des doutes, des choses qu'ils comprennent pas, tu vois vraiment que la réaction qu'ils ont, c'est une réaction de survie, c'est une réaction de panique. Ils sont en panique, ils sont vraiment désorientés de la manière la plus totale. Tu vois qu'ils sont en stress, ils n'arrivent pas à dormir, ils ont perdu le sommeil, ils ont perdu l'appétit. Pourquoi? Parce que ça menace leur identité. Et l'identité, c'est un besoin de survie. C'est un besoin de survie, c'est une question de survie. Si tu n'es pas capable de bien comprendre qui tu es, dans quel environnement tu es, eh ben, tu risques de mourir. Et donc, c'est lié à des besoins de survie. Ce qui veut dire qu'en fait, ton partenaire, quand il a le déni, en fait, c'est une question, pour son cerveau, c'est une question de vie ou de mort. C'est-à-dire, quand ton partenaire il a une idée ou une expérience qui remet en question son identité, la réponse du cerveau, c'est comme se dire, bon, en fait, si je me trompe, je suis mal parce que ça veut dire que je peux mourir, en fait. Et donc, c'est pour ça que le déni, et les gens qui sont dans le déni peuvent avoir une réponse qui est très forte. Si tu ne la comprenais pas, tu le comprends maintenant. Tu comprends toute la logique derrière. Et maintenant que tu comprends la logique derrière, je peux t'expliquer comment tu peux traiter ce truc-là. Donc déjà, le déni, tu as deux types de déni. Le premier type de déni, c'est des dénis liés à la faute et à la responsabilité. Et l'autre, c'est lié à l'expérience. Donc, faute, responsabilité, ton partenaire nie qu'il est responsable ou qu'il est fautif dans ton mariage. Facile à comprendre. L'expérience est plus large. Donc, admettons que tu fais savoir à ton partenaire qu'il a une action qui est problématique, ou qu'il a une pensée, une manière de penser ou des croyances qui est problématique, ou qu'il a des émotions et qu'il ne veut pas reconnaître ses émotions, bah, c'est un déni de l'expérience. Ok. Donc, tu as deux types de déni. Donc, je vais t'expliquer comment tu fais dans les deux cas. Premier cas, faute et responsabilité. Comment tu fais pour gérer ce genre de cas? Bah, la vérité, c'est que tu le gères pas. Parce que si tu es en train d'avoir un débat avec ton partenaire sur la faute et la responsabilité, c'est que tu n'es pas concentré. Recentre-toi, reconcentre-toi. Recentre le débat sur autre chose que les fautes. Parce que la vérité, je vais te divulgacher quelque chose, je vais t'expliquer quelque chose qui va peut-être te déplaire, mais la vérité, c'est qu'avoir raison ne rendra pas ton mariage heureux. En fait, c'est un faux débat. Si tu es en train de débattre avec ton partenaire sur qui est fautif et qui est responsable, tu es juste en train de perdre ton temps, en fait. C'est tout ce que tu fais, tu perds ton temps. Ça sert à rien. Ah, ok, à la fin, admettons que tu as raison. Ok, c'est bon, t'as raison. Merci. Super, c'est sûrement content. Est-ce que ton mariage est heureux maintenant? Non. Imagine ton partenaire a raison. Et t'es en tort. Super. Ton partenaire a raison, t'es en tort. Ok, maintenant on fait quoi? Vous êtes heureux? Non, vous n'êtes pas heureux. Donc c'est une perte de temps. Arrête de gâcher ton temps et ton énergie et le temps de ton partenaire et l'énergie de ton partenaire sur qui est fautif. On s'en fiche qui est fautif. Tu pourrais passer ta vie à ne pas chercher un fautif et être heureux dans ton mariage. Et tu peux passer ta vie à chercher un fautif et être malheureux dans ton mariage. Donc on s'en fiche. Et la vraie raison pour laquelle probablement tu cherches qui est fautif dans ton mariage, en général, moi de mon expérience, c'est deux choses. Ils cherchent un fautif soit parce qu'ils veulent fuir les efforts et le changement. Donc c'est facile, tu vois, si ton partenaire il est fautif, t'as pas besoin de changer, t'as pas besoin de faire d'efforts. Mais franchement, tu vaux mieux que ça, tu vois. T'es un musulman, t'as du succès dans ta vie, dans ta carrière, t'as réussi de grandes choses dans ta carrière. Tu vaux mieux que ça que fuir les efforts et le changement. T'as été capable de faire tous ces efforts dans tous ces aspects de ta vie, t'es capable de le faire dans ta relation de couple et d'améliorer ta relation de couple, franchement. Et l'autre situation, c'est que des fois aussi, eh ben, donc ça j'en parle dans beaucoup de vidéos aussi, c'est que des fois les gens ils pensent que le changement, c'est une question de prise de conscience. Donc, il faut absolument que ton partenaire reconnaisse qu'il est fautif, parce que s'il ne prend pas conscience de ça, il n'y aura pas de changement. Donc voilà, et en fait, c'est pas une question de prise de conscience, le changement. J'en parle, c'est une question de nouvelle expérience. Donc, tu es en train de perdre ton temps, tu vois. Même si ton partenaire, il reconnaît qu'il est fautif, le changement, il sera pas. Le problème, il sera pas résolu. Le problème, il est résolu quand tu as une nouvelle expérience. Et donc, comme tu as besoin d'une nouvelle expérience, et ben, tu as besoin de ça aussi. Tu as besoin que l'expérience, elle soit reconnue. Et tu as besoin que la personne, elle reconnaisse cette expérience. Si ton partenaire il a des pensées problématiques, des actions problématiques ou des émotions problématiques qu'il ne reconnaît pas, par exemple ton partenaire il se sent par exemple on va dire il se sent apeuré, il a peur que tu l'abandonnes ou des choses comme ça, il ne veut pas le reconnaître. Ah, des fois, ce type de déni il peut être problématique et frustrant pour toi. Ou admettons que par exemple ton partenaire il a des pensées qui sont mauvaises ou des croyances qui sont mauvaises dans le mariage. Par exemple, il pense une femme qui pense que tous les hommes vont forcément la maltraiter, ce genre de choses-là. Et toi, tu lui dis: «Ouais, bah, en fait, tu as cette croyance que les hommes, ils vont mal te traiter» et en fait, toi, tu sais qu'elle a cette croyance, mais elle le reconnaît pas. «Non, c'est pas vrai, j'ai pas cette croyance», elle le dénie, elle est dans le déni. Bah, c'est problématique effectivement. Ça peut aider de qu'elle le reconnaisse pour pouvoir, résoudre ce problème-là ou des actions problématiques. Par exemple, bah, ton partenaire, ton mari, il te parle mal, il te manque de respect, mais il veut pas reconnaître qu'il te manque de respect. Tout ce type de déni-là, donc une expérience qui clash, en fait, avec son identité. Mettons que lui, il pense que c'est quelqu'un d'extrêmement respectueux et d'honorable, donc ça veut pas entrer dans sa tête qu'il peut être respectueux envers sa femme et ben, tu as besoin de travailler avec le déni sur l'expérience. Donc nous, on a deux grandes techniques qu'on utilise. C'est intéressant, ça peut paraître surprenant, mais c'est une technique qui marche. Et donc, je vais te les donner tout de suite. Et même chose, si toi, on t'accuse ou te fait savoir que tu as certains problèmes et que toi, tu crois pas que c'est le cas, tu peux essayer ces techniques sur toi-même et peut-être que tu te rendras compte qu'en fait, effectivement, tu étais dans le déni pour certains des problèmes. La première technique qu'on utilise, c'est le travail sur les parties, les part work.
travaille sur les parties. Donc comment tu fais? Admettons ton partenaire te manque de respect. On va prendre un exemple plus simple. Admettons ton partenaire a peur que tu l'abandonnes. Ton partenaire ne veut pas reconnaître ça. Il ne veut pas reconnaître qu'il a peur de l'abandon. Et donc toi, tu arrives et tu dis: «Ouais, bah, en fait, tu as juste peur que je t'abandonne». Il dit: «Non, c'est pas ça, nanana», il te rentre dans une longue explication en général. C'est pas, «Non, c'est pas ça». Une longue explication. Ça déjà, c'est un indice qu'il y a une forme de déni pour toi. Et ce que tu peux faire, c'est que tu peux dire: «OK, très bien, je comprends que tu as pas peur que je t'abandonne. Est-ce qu'il y a pas une partie de toi, toi, tu as pas peur que je t'abandonne, il y a pas une partie de toi qui a peut-être un peu peur de l'abandon quand même?» Et ça peut paraître, moi, je suis tout le temps, certaines techniques thérapeutiques, je suis tout le temps subjugué parce que je me dis: «Eh, ça c'est pas possible que ça marche ça». Pourtant, ça fait des années que je l'utilise, ça marche tout le temps, mais des fois même j'oublie, je me dis: «Non, ça va pas marcher». À chaque fois, je me dis, mais à chaque fois, je me rends compte que ça marche chez tout le monde, en fait. On croit que ça marche, que chez certaines personnes, mais vraiment, c'est juste ça marche chez pratiquement tout le monde. Pratiquement tout le monde, quand tu feras ça, il va reconnaître. Il va dire: «Ouais, moi, j'ai pas peur de l'abandon», mais il peut y avoir des parties de moi qui ont peur de l'abandon. Et la nuance, elle est bizarre, mais en fait, ça contient tout le problème du déni. Parce que le problème du déni, c'est qu'une expérience qui clash avec l'identité. Mais quand tu parles d'une partie de toi, il n'y a plus un clash avec l'identité. Il y a une clash avec une partie de toi. L'expérience, elle clash avec une partie de toi. Et donc ça, en général, ça aide les gens à reconnaître. Et ce qui est aussi incroyable avec ce type de technique, c'est qu'en général, une fois qu'il a reconnu que c'est une partie de lui, et ben, le glissement vers une partie, vers le tout, il est facile. C'est-à-dire que tu vas dire: «OK, il y a une partie de toi qui a peur de l'abandon. OK, donc quand tu as peur que je t'abandonne», tu peux tout de suite aller à l'essentiel. La personne en général, du fait de reconnaître qu'une partie de lui ou d'elle a ce problème-là, la personne elle va facilement ensuite transitionner vers le fait de reconnaître qu'elle a ce problème-là. Et donc en général, tu règles le déni avec ça. C'est la première technique que nous, les thérapeutes, on utilise, parmi les techniques avancées qu'on utilise. L'autre technique qu'on utilise, si jamais moi je te conseillerais d'utiliser les techniques avec les parties, moi c'est ce que je fais en thérapie. Et quand ça marche pas, quand j'arrive pas à débloquer le truc avec le travail sur des parties, ça peut arriver, et ben je travaille avec la figure d'attachement. Donc, tu vas prendre la personne en face de toi et tu vas lui demander, là, comme c'est un problème de couple, tu vas pas tu vas exclure, le mari ou la femme. Tu vas juste lui dire: «Est-ce que tu as pas une figure d'attachement, une personne importante pour toi dans ta vie, hormis ton mari ou ta femme?» Et tu vas toujours essayer de prendre quelqu'un qui est proche de la personne et quelqu'un du même sexe aussi, du même genre. Donc si c'est une femme qui me dit: «Oui, mon fils», je chercherai un peu plus. Je dirais: «OK, tu as pas une sœur, une femme dans ta vie, qui est importante pour toi?» Et en général, je vais essayer de prendre aussi je vais essayer, bon, tu peux prendre des gens plus âgés, tu peux prendre la mère ou le père ou le grand-père ou la grand-mère, mais c'est des fois mieux quand même de prendre quelqu'un de jeune. Parce que ça ressort plus facilement avec quelqu'un de plus jeune. Donc si maintenant la femme, elle me dit: «Oui, ma mère, ma sœur, ma fille», je prendrai plutôt la fille dans cette liste-là. Et même chose si c'est un homme, s'il me dit: «Ouais, ma mère», je prendrai pas la mère parce que c'est une femme. S'il me dit: «Mon petit frère», je prendrai plutôt le petit frère. OK, prends ton petit frère. Et imagine maintenant, donc tu prends cette figure d'attachement et tu lui dis: «Imagine que cette figure d'attachement se trouve exactement dans la même situation que toi». Qu'est-ce que cette personne ressentirait si elle nie une émotion? Qu'est-ce que cette personne penserait si elle nie une pensée? Qu'est-ce que cette personne ferait si elle nie une action? Donc tu essaies de travailler comme ça avec la figure d'attachement. Tu vas voir que là où la personne est dans le déni pour elle-même, elle va le reconnaître pour les partenaires. Pour le partenaire, pour la figure d'attachement, pardon. Donc par exemple, la fille qui nie qu'elle a peur de l'abandon, elle va dire: «Ouais, bah, si ma fille elle était dans cette situation, elle aurait peur qu'on l'abandonne». Et hop, problème réglé. Parce qu'en général, là, tu peux transitionner sur elle-même. OK. Et donc quand tu es dans cette situation, alors, des fois, ils vont quand même pas reconnaître, et dans ce cas, il faut que tu fasses plus de travail sur les parties ou inversement, mais en tout cas, c'est une technique qui débloque souvent la situation. Et franchement, je pense que si tu as essayé ces 2 trucs-là, que tu bloques encore, tu devrais aller voir un expert parce que là, c'est des cas qui sont techniques. Mais je pense que la plupart des cas où tu as du déni, si tu utilises une de ces 2 techniques, ça va débloquer, donc la personne, elle va reconnaître: «Oui, effectivement, bah, ma fille, elle aurait peur de l'abandon». Et là, en général, tu peux transitionner sur elle-même. OK, donc tu peux dire: «OK, donc quand tu as peur que je t'abandonne, tu peux travailler sur ça», tu vois? Et la personne, elle reconnaîtra tout de suite qu'elle a peur de l'abandon. Et qu'encore une fois, ça peut être une émotion, mais ça peut être autre chose, ça peut être des pensées, ça peut être des croyances. Par exemple, si, la personne elle a la croyance, que tous les hommes, vont forcément, mal la traiter, tu peux dire: «OK, qu'est-ce qu'elle penserait? Et qu'est-ce que ta fille penserait si elle était dans cette situation?» Et elle te dira probablement: «Ouais, elle penserait telle chose». Et là, tu peux creuser jusqu'à ce qu'elle reconnaisse que sa fille penserait que, cet homme va mal la traiter. Tu peux lui demander pourquoi, et en général, la personne, elle reconnaîtra que tu peux essayer de retrouver la croyance comme ça. La personne peut reconnaître qu'effectivement, bah, elle aurait cette croyance que les hommes, si elle avait vécu ma vie, donc si ma fille avait vécu ma vie, qu'elle avait mon expérience, mon histoire, mon passé, elle penserait que, elle penserait que j'ai peur, enfin que tous les hommes vont forcément l'abandonner. Et là, tu peux travailler avec ça aussi. Tu peux contourner le déni avec ça. Alors bien sûr, là, il peut y avoir, 1 000 000 de cas pratiques, mais bon, je fais confiance.
vous avez pas, voilà, vous avez suffisamment de QI pour être capable de l'adapter à votre situation, j'espère. Et vous comprenez l'idée de base. C'est que si vous avez un déni fort chez la personne, vous contournez le déni en passant par une figure d'attachement, Inch'Allah. Et donc ça, c'est 2 manières, 2 techniques très efficaces qu'on utilise pour gérer le déni. Et tu peux l'utiliser sur toi-même. Tu peux essayer de faire l'expérience pour toi-même pour voir si tu as pas des endroits où tu as du déni. Si par exemple, on t'a déjà dit des choses que toi tu penses qui sont fausses, Inch'Allah ta'ala, tu verras que même toi, ça peut t'aider à être plus conscient de certains problèmes que tu ne voyais pas auparavant. Voilà, comment je ferais pour travailler sur le déni et comment tu peux faire pour contourner le déni, comment tu peux faire si ton partenaire est dans le déni pour changer ta situation. Et j'ai confiance que si tu essaies de le faire, tu arriveras peut-être pas du premier coup, mais entraîne-toi. Essaye et répète ce genre de choses et tu verras qu'au bout d'un moment, tu arriveras à contourner le déni et que tu verras surtout, c'est ça le plus important pour moi, tu verras du changement dans ton mariage. Et je veux que tu vois du changement pour que tu retrouves de l'espoir et que tu puisses petit à petit naviguer vers un couple plus heureux. Je sais que si tu fais ça sans notre aide et sans l'aide d'un professionnel, ça te prendra du temps, mais au moins, si tu continues à faire ce travail-là, avec des mois, au fil des mois, au fil des jours, au fil des années, tu auras un couple beaucoup plus heureux. Et moi, c'est ce que je veux parce que ça te sauvera toi, tes enfants, ta famille, ta réputation, tes finances, tout ce qui peut être important pour toi qui est menacé par tes problèmes de couple actuellement. N'hésite pas à partager cette vidéo à ton partenaire, partage-la. Ton partenaire aussi peut peut-être faire ce travail d'introspection que je propose de faire dans cette vidéo. Donc n'hésite pas à la partager à ton partenaire, ça peut lui être utile, Inch'Allah ta'ala. N'hésite pas également à laisser un commentaire, tu mets un commentaire, tu me dis tout ce que tu as pensé, tout ce que je dois améliorer, toutes les questions que tu as, que je peux traiter dans d'autres vidéos pour t'aider, toi, à avancer vers ta situation. Tu as littéralement l'occasion qu'un expert en thérapie de couple, qu'un expert qui a étudié ça pendant des années t'aide directement et fasse une vidéo pour toi. Donc n'hésite pas, laisse un commentaire, Inch'Allah ta'ala. Et voilà, et tout ça, c'est très bien ce que je te montre dans cette vidéo si tu as affaire à un déni. Un autre problème que tu peux avoir dans ton mariage, c'est que tu as peut-être certaines fausses croyances qui t'empêchent de débloquer ta situation de couple et qui te laissent coincé dans ta situation de couple. Et si c'est ton cas, tu veux peut-être regarder, ou peut-être que tu t'en rends pas compte, mais si tu veux être sûr que c'est pas ton cas, parce que si c'est ton cas, ben, tu risques de pas réussir à faire ce que je te dis dans cette vidéo ou même à sauver ton couple tout court, et ben, je t'encourage à regarder la vidéo qui s'affiche à ton écran dans laquelle je te montre quelles sont les principales fausses croyances que les gens ils ont et la principale raison pour laquelle les couples restent coincés dans leur situation de mariage. Merci de m'avoir écouté. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah.